En métropole, on est inquiet. On se demande ce que va faire l'armée, ce qu'elle pense. Selon vous, la métropole est-elle injuste envers l'armée? Je crois que la métropole effectivement est injuste envers l'armée parce que elle est déphasée à notre égard. Nous avons l'impression que jusqu'ici, nos sacrifices ont été inutiles et c'est un terme que nous voulons y mettre. Un commandant parachutiste. Qu'avez-vous pensé des journées de janvier? Janvier. Ici, chez nous, dans le Djebel, elles ont eu beaucoup moins d'importance que ce que l'on croit. C'était tout au plus un incident. Nous avons continué à remplir nos missions de combat. Vous êtes-vous posé des questions personnellement ce jour-là? Pas du tout. Aucun cas de conscience à avoir. Nous avons un gouvernement, nous obéissons à nos chefs, c'est tout simplement. Si vous vouliez faire de la politique, que feriez-vous, mon commandant? Moi, je prendrai la retraite, tout simplement, et je ne la ferai pas en tant que chef de bataillon, mais en tant que citoyen, avec un chapeau mou. L'armée continue donc son travail qui n'est pas seulement militaire. Pour regagner la confiance des villages, le soldat se fait instituteur, infirmier, médecin, administrateur. Des écoles de fortune se bâtissent dans des régions où l'on n'avait jamais vu d'école. D'un côté, il y a les villages, croit-on, et de l'autre, les félagas. Et le travail consiste à protéger les uns des attaques des autres. Mais chercher à gagner la confiance des populations, cela engage. Et cette volonté de conquérir en profondeur pose et posera des problèmes de conscience graves aux officiers qui ont sincèrement tout fait pour gagner cette bataille. Bien, les femmes, à l'époque, quand je suis arrivé, ne jouaient aucun rôle pour la bonne raison que les vieux, même de 85 ans, ou les gamins de 10 ans, prenaient un bâton et les menaient plus sévèrement que leurs bourricots. Mais il ne fallait pas être aveugle pour s'apercevoir tout de suite qu'il y avait quelque chose à tirer des femmes. J'ai aperçu tout de suite, par exemple, c'était elles qui travaillaient, qui tenaient les refuges, qui portaient le ravitaillement, qui montaient la garde pour les rebelles. Où est-ce qu'on vient de faire la galante, là? Dans le sous-quartier? Oui. En reste 12. Je dis 1 à Tiroal, 2 à Itab Delali, ça fait 3. 5, 6 à Timaras, ça fait 9. 2 à Gonifourou, ça fait 11. 1 à Itouder, ça fait 12. Bougez pas, hein. Bougez pas, ne tirez pas. Qu'est-ce qui a tiré, là? Qu'est-ce qui a tiré? C'est que ce merdier, là. Vous avez vu quelque chose? Qu'est-ce que vous avez vu? Où est-ce qu'ils sont, là? Derrière cet arbre? C'est que cette merde, là. Vous les avez vus derrière l'arbre? J'ai pas bougé. Une patrouille en pleine nuit, à 3 heures du matin, des fourrailles, c'est le terme technique. Oui. Je dis au caporal, fouille le terrain, il faisait tellement nuit, il n'a rien vu du tout. C'était au bord d'un oued. Le chef terroriste a été blessé à la jambe brisée, est tombé dans l'oued, a réussi à faire 250 mètres pour aller se mettre dans sa cache. On n'en a plus entendu parler pendant 15 jours, 3 semaines. Au bout de 15 jours, j'ai entendu dire, Rouget, c'était le nom, son surnom, Rouget est au village. Rouget est au village, c'est bien joli. Rouget est dans une cache au village. C'est encore plus joli, mais où?
Finalement, on dit il y a 2 ou 3 femmes qui s'occupent de Rouget. Et cinquièmement, à 5 heures du soir, on me dit une telle s'occupe de Rouget. C'est pas de problème. 9 heures du soir, à la nuit, je vais chercher la bonne femme. Je l'amène ici et je lui dis où est Rouget. Grande histoire, Rouget, oh, il est blessé, il est loin, il est du côté de Tigmounine. Je dis, bon, oui, c'est pas le moment de bluffer. C'est dans le sac, dis la vérité, autant pis pour toi. La femme se dégonfle, elle me dit, est-ce que tu es capable de me protéger? Je dis, protéger? Bien sûr que je suis capable de te protéger. Elle dit, viens avec moi. Elle me prend par la main, elle me fait faire 150 mètres, 200 mètres à tout casser. On arrive dans une petite baraque, de la paille, du bois, dit là. On enlève la paille, on enlève le bois, tape, rien du tout. On dit à un chasseur, on tape dessus, il y avait une trappe, on enlève la trappe. Il dit à Rouget, mon vieux Rouget, tu es cuit, c'est pas la peine, il faut sortir, c'est fini. Et on les a fait sortir tous les deux. Il faut vous prouver qu'au bout de 3 semaines, un mois, dans les villages, ils ne peuvent pas rester plus longtemps. Ils ont des contacts avec une seule famille, il y a 2 ou 3 personnes au courant, mais petit à petit, ça arrive à transpirer, surtout à la fontaine. Et comme on a pas mal de femmes qui agissent, qui entendent et qui écoutent, elles viennent nous rappeler. Je m'estime engagé vis-à-vis de ces populations. Je leur ai mené la vie dure pendant pas mal de temps, moins que les Félagas quand même. Maintenant, je suis obligé de les protéger. Lorsque je courais après le Félaga, il n'y avait absolument aucun problème. Quand les villages étaient entièrement à la disposition des rebelles, aucun problème. Je n'avais aucun casse-tête, je montais des embuscades, je faisais des opérations, on rentrait tranquille, on se couchait, on dormait. Maintenant, le cas n'est plus le même, on est à la merci de 2 ou 3 rebelles qui viennent dans un village, qui prennent une personne et qui lui coupent la tête. Ça produit un effet désastreux et moralement, je me sens engagé. Surtout ça qui me tient. Et quand l'hélicoptère vous enlevait à ces villages, ces gestes d'au revoir vous obligeaient à comprendre le drame que pouvait être pour ces officiers l'incertitude du choix qui serait fait le jour de l'autodétermination.